Pour moi, si on doit faire un investissement, il doit être majoritairement en Bitcoin. Plus ça va, plus on a tendance à dire qu'il faut d'une manière ou d'une autre continuer à faire du DCA, quel que soit le prix du Bitcoin. Si on imagine que dans 5 ou 6 ans, Bitcoin vaut plusieurs centaines de millions d'euros, c'est dommage d'être passé à côté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. Je m'appelle Alexandre Roubaud, je suis le cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir en Bitcoin sans aucun effort. Dans cet épisode, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur toutes les plateformes en podcast, nous allons explorer l'intégration du Bitcoin dans sa stratégie patrimoniale. Pour l'occasion, nous avons l'honneur d'accueillir un expert, Louis-Alexandre de Froissart, CEO et fondateur de Montaigne Conseil et Patrimoine. Sans plus attendre, on va démarrer. Et Louis-Alexandre, déjà, merci d'être venu et merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur Comprendre Bitcoin. Bonjour Alexandre et merci de m'inviter, c'est une grande joie. Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, on aime bien poser toujours la même question? Déjà, est-ce que tu peux te présenter et après nous raconter un peu la première fois où tu as découvert Bitcoin? Me présenter, Louis-Alexandre de Froissart, conseiller en gestion de patrimoine depuis 21 ans, dans la finance depuis un peu plus de 30 ans, mais passionné par les éléments financiers depuis l'âge de 14 ans, donc ça fait bientôt 40 ans que je m'intéresse à ce domaine. Et Bitcoin est arrivé dans mon scope avant d'arriver dans mon activité. Donc l'activité, c'est de conseiller en gestion de patrimoine, une dizaine de personnes basées à Bordeaux et à Paris, et puis moi-même en Vendée. Et on est plutôt innovant, c'est-à-dire qu'on avait intégré par exemple le crowdfunding en 2013 dans nos stratégies patrimoniales. Et Bitcoin, dès qu'il est apparu dans mon scope, 2013-2014, j'ai pensé qu'il faudrait tôt ou tard l'intégrer dans les stratégies. Alors, je dis souvent que c'est par effraction que Bitcoin est rentré dans ma vie grâce à Silk Road. Non pas que j'ai été un utilisateur, mais que j'ai compris qu'un jour, quand des malfaiteurs utilisaient un système, c'est que c'était un système qui était fiable et solide. J'ai relu après dans les écrits de Satoshi que c'était une de ses craintes, que Bitcoin soit utilisé à des fins qui ne soient pas tout à fait honnêtes ou à des fins voire criminelles. Et finalement, c'est une bonne chose qu'il y ait eu un arrêt de cette plateforme parce que ce n'était pas une bonne publicité pour Bitcoin. Ceci étant, c'est pas parce que mes premiers rapports avec Bitcoin ont été entre 2013 et 2014 que j'ai tout de suite plongé. Il y a eu un lent apprentissage et il est rentré dans mon patrimoine véritablement en 2019 et dans le patrimoine de nos clients à partir de fin 2020 et surtout 2021 sous forme de conseils. Ok. Et une autre question qu'on a bien posée pour un peu faire un pas en arrière, parce que je trouve que tout le monde a une définition qui peut être intéressante mais qui peut varier. Pour toi, qu'est-ce que c'est Bitcoin? Quelle est ta définition de Bitcoin? Alors, moi, je utilise la définition la plus simple qui soit, c'est celle du white paper. C'est peer-to-peer cash system. Et je pense qu'il faut commencer par déterminer Bitcoin comme ça, parce que c'est ce pourquoi il a été fait, c'est ce pourquoi il fonctionne, et contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire, il continue à délivrer cette promesse de peer-to-peer cash system. Alors après, il y a des éléments qui sont induits quant à son architecture et à sa structure même. Mais si je dois retenir une seule chose, c'est ça. Et justement, si on fait le pont avec la partie stratégie, gestion de patrimoine, pour toi, quelle est la proportion de valeur pour que Bitcoin puisse s'intégrer dans cette gestion de patrimoine? Alors, c'est une caractéristique fondamentale qui a été pour moi un genre de révélation sur Bitcoin, non pas une révélation divine, mettons chaque chose à sa place, pour moi Bitcoin n'est pas une religion, mais en tout cas, une révélation, c'est 21 millions. C'est-à-dire que quand j'ai compris à quel point Bitcoin était désinflationniste, c'est-à-dire qu'il y avait une création limitée, c'est un système fiable, autonome, difficilement censurable, avec une supply, une disponibilité qui était limitée et qui était décroissante, je me suis dit, là, on va le classer dans la classe des actifs rares, comme l'or par exemple. Et ce qui veut dire que dans un monde où on crée de la monnaie à vitesse trop élevée, c'est-à-dire beaucoup plus vite que le PIB n'augmente, eh bien, on a cette monnaie qui perd de la densité et qui est à la recherche d'actifs denses, difficiles à produire. Qu'est-ce qui est dense et difficile à produire? L'or, Bitcoin, de l'immobilier placé dans des endroits uniques,
Donc la Riviera française et puis les Alpes françaises, par exemple, sont d'autres exemples de biens qui s'arrachent aujourd'hui encore. Et cette rareté, Bitcoin l'assume totalement dès l'origine. C'est par cette rareté qu'on peut l'intégrer au patrimoine, enfin, qu'il trouve sa place dans un patrimoine. Ok, et c'est intéressant parce qu'on fait une analogie, souvent d'ailleurs, beaucoup de gens en parlent en faisant une analogie à l'or. Je pense que c'est clair, on vient de l'en parler, les similarités autour de la rareté, du fait que ça soit difficile à produire. Est-ce que pour toi, il y a des différences ou des choses que Bitcoin apporte en plus que l'or? Alors, il y a des choses que le Bitcoin a en moins, on va commencer, l'histoire. L'or a des centaines, voire des milliers d'années d'histoire que Bitcoin n'a pas. Par contre, il est difficile de transférer de l'or sur de longues distances. Ça implique quand même un certain nombre de problèmes. Si jamais je dois transporter 100 millions en or sur une longue distance, c'est compliqué. J'ai des problématiques logistiques, de sécurité et ainsi de suite. Donc ça, c'est très dur. Dans un monde qui est mondialisé, avec des échanges mondialisés, c'est pas idéal. Et là-dessus, Bitcoin répond bien à cette problématique-là. Ensuite, il y a des problématiques qui sont identiques, c'est la manipulation des cours. Aujourd'hui, on a une certitude que les cours de l'or sont manipulés. Et demain, pourquoi pas, Bitcoin pourrait aussi avoir des cours qui sont manipulés par certains. Donc ça, c'est un point commun qu'ils ont. Et puis, je dirais qu'il y a un sujet de rareté qui commence à être largement plus défendu par Bitcoin que par l'or. On sait qu'aujourd'hui, globalement, l'or représente un cube d'arête de 20 mètres. C'est globalement un peu moins large que l'Arc de Triomphe, un peu moins haut, mais si vous avez un cube de 20 mètres d'arête, vous avez à peu près les réserves d'or du monde. Par contre, ces réserves d'or, elles augmentent tous les ans. En ce moment, elles augmentent à peu près, enfin, de l'ordre de 30 à 40% de plus que Bitcoin. Mais quand on va être au prochain halving, ben, ça va être 2,5 fois plus. Donc en fait, l'or a tendance, et puis il y a des réserves qu'on n'a peut-être pas encore trouvées, mais l'or a tendance à être moins rare que Bitcoin, et notamment dans le futur. Il y a une décorrélation dans le temps entre... pour que Bitcoin, pour qu'on rappelle qu'il y a une offre fixe qui ne dépassera jamais les 21 millions. Et ça, peu importe la demande, c'est vrai que moi, c'est un peu quelque chose que j'aime bien rappeler, alors que l'or, il y a aussi cette corrélation entre la demande et l'offre, puisque plus la demande est importante, plus le prix monte, et plus le prix monte, plus il y a d'incitation à aller chercher, à aller miner de l'or. Est-ce que pour toi, il y a un enjeu sur le contexte actuel? Donc, quand je dis contexte actuel, je parle de instabilité économique, géopolitique, taux d'intérêt élevé. Est-ce que le Bitcoin s'intègre particulièrement bien dans ce genre de contexte-là ou pas? Alors, je vais juste revenir avec deux petites anecdotes concernant l'or et Bitcoin. La première, c'est que on a Bitcoin qui, en plus, risque non pas d'être en croissance d'offres, mais en diminution d'offres. Parce qu'on sait que malheureusement, il y a des gens qui perdent des bitcoins. En plus. Et puis, en ce moment, aussi étonnant que ça puisse paraître sur l'or, malgré un niveau élevé, beaucoup de minières n'ont pas réinvesti et n'ont pas forcément remis à l'œuvre leur capacité de production. Donc, en ce moment, on a d'un côté Bitcoin, dont je pense qu'en fait, l'offre de création sera vraiment stable parce que entre les pertes d'un côté et les créations de l'autre, ça va peut-être s'équilibrer. Et de l'autre côté, l'or, qui pour l'instant fait une pause, mais bon, on le sait, et tu viens de dire, a une capacité à être miné de manière plus importante à partir du moment où le prix, je pense que si l'once d'or dépasse $3000 l'once, à ce moment-là, les minières vont de toute façon aller chercher, remettre des investissements en route pour cela. Et je reviens à ta question, dans un milieu inflationniste, est-ce que Bitcoin a sa place? Alors, pourquoi l'inflation? Parce que c'est un vrai sujet. Quand j'ai fait mes cours de première et de terminale, en économie, on m'expliquait qu'un taux directeur, c'était croissance plus inflation. Ce qui fait qu'on a connu des taux directeurs extrêmement élevés, notamment aux États-Unis avec Paul Volcker, en Europe un peu moins, enfin en France un petit peu moins à l'époque, mais quand même à des niveaux élevés parce qu'on faisait de l'économie orthodoxe. On peut dire qu'aujourd'hui, l'orthodoxie monétaire est quelque chose qui a quitté nos banques centrales depuis longtemps. Et il faut bien avoir conscience que quand on crée de la monnaie, c'est-à-dire quand on fait de la dette ou que l'on injecte de la monnaie, ce qu'on a appelé de l'autre côté de l'Atlantique le quantitative easing ou l'assouplissement monétaire, eh bien, on injecte des quantités de monnaie supérieures sur une économie qui est limitée.
elle est limitée quand elle est mondialisée, mais quand elle se démondialise un petit peu pour différentes raisons, eh bien on se retrouve avec certaines zones qui ont plus d'argent que nécessaire. Et à ce moment-là, la nature ayant horreur du vide, si j'ai plus d'argent que de biens disponibles, la plupart du temps, je vais arriver à une augmentation des prix. Et donc c'est parce que j'ai cette augmentation des prix, qui est en fait en quelque sorte artificielle, qui appauvrit les classes moyennes, que je vais avoir de l'inflation. Donc il ne faut pas oublier que l'inflation is not coming pretty much from nowhere, comme nous a dit Christine Lagarde, à qui on pourrait d'ailleurs décerner le prix de l'ancien président du Zimbabwe, puisque c'est quelqu'un qui a un record mondial d'inflation, et même si en Europe on est préservé pour l'instant, rien que cette phrase, on pourrait lui décerner le prix. Donc retenez que l'inflation vient de la dette. Plus j'ai de dette, plus j'ai d'inflation. Et donc Bitcoin, dans ce cadre-là, c'est l'augmentation de la masse monétaire, c'est la perte de densité de la monnaie. Si j'ai besoin d'avoir quelque chose qui va me sécuriser, ça va être un actif rare. Et j'aime bien aussi rajouter à ce que tu as dit, parce que tu l'as super bien expliqué, mais que concrètement, l'inflation, c'est avec une augmentation des prix et puis ce lien entre une monnaie infinie, comme on dit, pour des ressources finies. Finalement, concrètement, pour les gens, ça veut dire une perte du pouvoir d'achat. Oui. Et Bitcoin, c'est comment préserver ou protéger son argent dans le temps, puisqu'il n'y a pas cette augmentation. Enfin, on n'est pas assujetti à cette problématique d'augmentation de masse monétaire, puisque personne ne peut créer de la monnaie arbitrairement, comme c'est le cas des monnaies étatiques. Est-ce que pour toi, le Bitcoin, donc on a parlé un peu de gestion de patrimoine, donc ça, on reviendra un peu dessus, mais ça compose plusieurs choses, les gens investissent dans plusieurs actifs pour différentes raisons. Bitcoin s'intègre dans cette stratégie-là. Est-ce que Bitcoin, du coup, peut être vu uniquement comme un actif complémentaire à cette stratégie, ou est-ce que pour toi, il y a aussi un scénario où Bitcoin pourrait remplacer certains actifs qui jouaient peut-être un rôle auquel Bitcoin répond aujourd'hui, ou auquel Bitcoin va répondre? Dans nos allocations, nous proposons à nos clients d'aller mettre entre 2 et 5% de Bitcoin dans leur patrimoine. Alors, d'investir. Après, s'ils investissent sur le long terme et que Bitcoin représente 15 ou 20% de leur patrimoine, ça sera une conséquence d'un choix qui a été heureux, à eux de voir s'ils veulent garder à tel niveau d'exposition. Pour moi, Bitcoin a une singularité, a un certain nombre de singularités, qui fait qu'il a sa place en tant qu'actif unique dans un patrimoine. Est-ce qu'il peut remplacer l'or? Je pense qu'il est complémentaire à l'or. Pour certains qui n'ont pas forcément envie de traiter les problématiques de détention de l'or, soit par eux-mêmes, soit par un tiers, il peut, d'une certaine manière, remplacer l'or dans une allocation de portefeuille. Après, si on va plus loin, est-ce qu'on peut dire que Bitcoin peut remplacer d'autres actifs? Après, c'est une question, c'est un choix. C'est un choix, et à ce moment-là, ce sont les limites que je me fixe moi-même. À titre personnel, effectivement, moi j'ai fait des choix plus marqués sur Bitcoin, sur le reste de mon patrimoine. Je suis plutôt un investisseur hyper dynamique, donc je suis sur Bitcoin, je suis sur des jeunes entreprises, je suis sur des actifs où je vais de toute façon chercher des rendements supérieurs à 10%. Mais parce que c'est mon choix personnel. Et donc pour des gens qui sont des investisseurs dynamiques et qui ont cette anticipation, on peut aller plus loin dans les actifs dynamiques. Mais Bitcoin peut aujourd'hui connaître des accidents de parcours qui vont rendre cette position illiquide. Non pas parce que Bitcoin n'est pas liquide en lui-même. On sait que c'est un actif qui est dans les plus liquides du monde, puisque quel que soit le jour, du l'heure et de la nuit, on peut aller vendre ou acheter du Bitcoin. Quand je dis liquide, c'est, imaginons, je mets 100 000 $ sur Bitcoin, on monte à 800 000, donc dans mon patrimoine, j'imagine que j'ai 800 000 de disponibles. À un moment donné, j'ai besoin de prendre une partie de ce cash, mais entre-temps, il est descendu à 350. Et ça veut dire que je dois attendre et espérer que ça remonte pour qu'il soit liquide par rapport à mes objectifs de vie. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un temps déjà pour Bitcoin, et on ne peut pas l'imaginer comme un actif qui est liquide pour un projet de vie de manière trop importante dans son patrimoine. Je pense qu'il faut lui garder pour l'instant sa caractéristique d'investissement, de diversification et à caractère dynamique. J'ai plein de petites questions pour rebondir. La première, c'est juste parce que tu parlais, on parlait de est-ce que Bitcoin peut remplacer d'autres actifs. Je sais que, alors c'est peut-être plus pour ma curiosité personnelle, aux États-Unis, des gens assez fortunés ou des grands institutionnels parlent aussi potentiellement de la proportion de valeur de Bitcoin versus la dette obligataire, enfin, les obligations.
Est-ce que pour toi, c'est aussi potentiel? C'est pas la même classe d'actifs. Okay. Pour moi, c'est pas la même classe d'actifs. Et si je devais classer les cryptos selon ce ranking, selon cette manière de faire, je dirais que Bitcoin est une matière première en elle-même. C'est pour ça qu'on a une bonne comparaison avec l'or. Et que si je voulais comparer par rapport à de la dette, je prendrais des crypto-monnaies, d'autres cryptos qui pour moi sont de la dette, notamment des stables. Les stablecoins sont pour moi de la dette. J'ai une créance contre une société. En fait, quand j'ai un stable token, j'ai une créance contre une société, j'ai une créance contre Tether, j'ai une créance contre Circle, ainsi de suite. Ça, pour moi, c'est de la dette. Et d'ailleurs, on a la tokenisation de dette avec, par exemple, le Beedle de BlackRock, mais on a par exemple UBS qui a lancé le sien il y a quelques jours, et on a Spyco en France qui est... des fonds monétaires tokenisés. Mais pour moi, je ne le mettrai pas, je ne peux pas le mettre, il y a un risk-reward, il y a un rendement et un risque qui est décorrélé, à mon avis, de l'analyse par rapport à l'obligation. Par contre, de dire je crains un choc obligataire par la dévaluation de la dette et je vais utiliser Bitcoin, c'est une possibilité. Moi, je vois un autre actif alternatif, qui sont les infrastructures de production d'énergie. Et quand on est sur les infrastructures de production d'énergie, quand même, quelque part, on rejoint Bitcoin. Ouais, qui est d'ailleurs un tout autre sujet qu'on abordera avec un autre invité, d'ailleurs, sur un autre épisode. Mais je voulais rebondir aussi sur autre chose, puisque tu as mentionné 2 à 5%, c'est ça, tu disais à peu près. Pour investir, hein, je dis bien. Pour investir. Voilà, à la fin, on peut se retrouver avec plus dans son patrimoine. Ce qui est d'ailleurs une autre question que j'avais, c'est que, alors, première question, et après ça, je découlerai sur la deuxième, 2 à 5%, c'est aussi, si je ne me trompe pas, ce que des grands gestionnaires d'actifs comme Fidelity, je pense que dans leurs recommandations, ils ont écrit un papier justement sur la proportion de valeur de Bitcoin, le positionnement de Bitcoin dans un patrimoine, et je crois que c'est aussi les recommandations qu'ils ont faites. Et ça fait le pont sur ma question, en fait, qui est, est-ce que si Bitcoin prend de la valeur dans un patrimoine, tu conseillerais de maintenir cette allocation à 2 ou 5%, ou si Bitcoin, le prix du Bitcoin monte et que du coup le pourcentage que Bitcoin prend dans le patrimoine est plus élevé, de devoir, entre guillemets, vendre pour toujours maintenir une allocation à 2-5%. Très intéressant. Là, on est sur toute la stratégie de Montagne Conseil et Patrimoine. Alors d'abord, premier biais, premier pari, première conviction, Bitcoin est un actif de très long terme. Donc ça veut dire que je ne serai jamais totalement désinvesti. Deuxièmement, on acquiert Bitcoin, on acquiert des fractions de Bitcoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un all-in tout d'un coup. Quelqu'un me dit, ouais, moi j'aimerais bien investir 100 000 euros. On peut lui dire, allez, hop, on met 100 000 tout de suite. On va, même si pour certains, ils utilisent un graphique qui a été proposé pour le MSCI World qui explique qu'il vaut mieux faire un all-in en une fois sur un MSCI World, je précise que c'est une statistique qui a été faite entre 1976 et 2022, uniquement sur MSCI World, et on ne peut pas dire que le MSCI World et Bitcoin se comportent exactement de la même manière. Je pourrais prouver un certain nombre d'occurrences, et qui sont très nombreuses, pour lesquelles le all-in sur Bitcoin est pas bon. Et on a des analyses on-chain qui nous permettent de le voir très bien. Donc, de toute façon, on peut investir une partie, puis après de manière régulière. Ensuite, on se retrouve avec une épargne qui est supérieure à ce qu'on avait dit. Donc, c'était le but. Donc, ça veut dire que pour l'instant, le pari est réussi. Ça veut dire que pour le pari est réussi. Sur ce pari réussi, en fonction du cycle, on peut se dire, je vais me désensibiliser tout ou partie. Nous, on dira partiellement, je vais me désensibiliser. Surtout si on voit que les cycles continuent de se passer. Est-ce que demain, les cycles de Bitcoin seront les mêmes que ce que nous avons connu? Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas... Je fais juste une petite aparté, parce que tu parles de cycles, peut-être pour expliquer. Les cycles sont liés à l'émission de la monnaie, donc du Bitcoin, puisqu'on est parti de 0 pour atteindre ce fameux cap des 21 millions. Et algorithmiquement parlant, ça a été... conçu pour que l'émission de la monnaie soit divisée par 2 tous les 4 ans, avec 50 bitcoins toutes les 10 minutes à la création de Bitcoin. Donc après 4 ans plus tard, 25 bitcoins toutes les 10 minutes, 12,5. Et aujourd'hui, on est à 323,125. Et c'est ça qu'on appelle désinflationniste, puisque l'augmentation de l'émission de la monnaie diminue dans le temps. Voilà, juste pour expliquer. Et c'est ce qui, pour certains ou pour beaucoup, explique à un certain niveau, en tout cas, potentiellement, l'augmentation du prix, ou en tout cas un des facteurs qui explique l'augmentation du prix, puisque tous ces 4 ans, on a l'offre qui devient de plus en plus rare, façon de parler, et dans un contexte où la demande est soit constante ou
croissante, le prix monte. Et voilà, juste pour donner le contexte sur quand tu fais référence au cycle. Tous les 4 ans, donc tous les 210 000 blocs pour être plus correspond précis, à peu près à tous les 4 ans, eh bien, on a cette diminution. Le marché constate que finalement la promesse était tenue. Et très souvent, il peut anticiper, maintenant il peut anticiper un peu les choses, mais il a quand même besoin de constater que l'algorithme, que le programme, que Bitcoin Core fait bien son boulot. Et donc ça, c'est une chose qui est souvent, on sait que c'est le déclenchement plus ou moins d'une phase haussière. On se retrouve dans cette phase haussière qui a été marquée, on voit des choses, des statistiques dans cette phase haussière, on peut très bien alléger les positions. Moi, je dirais alléger temporairement, parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver et de dire, tiens, je suis monté à 150 000 $, c'est redescendu à 60 000 et j'aurais pu prendre une partie de mes gains. On a beaucoup de gens qui disent, on a loupé le précédent bull run pour s'alléger, on aimerait bien ne pas louper celui-là. Rien de plus difficile, mais en tout cas, on peut alléger ses positions. Mais plus ça va, plus on a tendance à dire qu'il faut d'une manière ou d'une autre continuer à faire du DCA, quel que soit le prix du Bitcoin. Et ça, on peut le faire de deux manières. On peut le faire en faisant un investissement régulier dans Bitcoin, et ça, pour ça, Bitstack est très bien fait. Mais on peut aussi le faire par rapport au minage. On peut aujourd'hui regarder comment se comporte le prix des machines de minage et se positionner sur l'acquisition de machines de minage, parce que c'est une autre manière de faire du DCA. En tout cas, nous, on a beaucoup regardé ce sujet. Moi, je l'ai fait à titre personnel, et on l'a intégré à notre offre, parce qu'on trouvait que c'était un très très bon complément au DCA quand le prix des machines est intéressant, et il y a plusieurs moments où ça peut être intéressant. Et pour expliquer, peut-être juste encore une autre petite parenthèse, minage, Bitcoin, juste dans les grandes lignes, quel est le lien qu'est-ce que c'est, entre guillemets? En fait, on utilise le minage parce que le Bitcoin, il est difficile à produire. Et vraiment, cette comparaison est vraiment tombe à pic. C'est ce que j'explique souvent dans les lycées. Il y a des lycées qui m'ont demandé d'intervenir sur Bitcoin, et je parle des mathématiques. Parce qu'en fait, Bitcoin repose sur des mathématiques. Les mathématiques, c'est une grande compétition avec un certain nombre de millions de machines qui sont là toutes pour calculer une équation à une seule inconnue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de compétiteurs. Donc, imaginons une course, tout le monde est sur la ligne de départ, et tout le monde veut arriver au résultat. Donc, ça veut dire qu'il faut énormément d'énergie pour être le premier par rapport à tous ces compétiteurs. Par contre, c'est très facile de voir qui a gagné, parce que c'est une équation à une seule inconnue. Donc, on a toutes les 10 minutes, une équation à résoudre. Et en fait, c'est une équation qui utilise une formule mathématique qui est le SHA-256, c'est ce qu'on appelle le hachage. Et le hachage, pour vous donner une idée, c'est comme une machine à steak haché. Vous savez qu'il sortira toujours 64 caractères, donc 64 grammes, un steak haché de 64 grammes. Que vous mettiez 2 tonnes de viande dedans ou 1 gramme, il sortira toujours 64 grammes. C'est assez étonnant, mais bon. Vous mettiez un point, ça vous donnera 64 caractères. Que vous mettiez Bitcoin avec un B majuscule ou avec un B minuscule, ça vous donnera pas la même chaîne de 64 caractères. Et là, tout le monde doit calculer en mettant la même chose dans la machine, sauf qu'il faut que la sortie, elle commence par un nombre incalculable de zéros, peut-être 15, 16, 17, 18. Plus il y a de machines, plus il faut trouver ce chiffre difficile à trouver, qui est le résultat avec un certain nombre de zéros pour commencer. Et la compétition mondiale, c'est ça. Tout le monde est en compétition pour trouver ce fameux résultat de 64 caractères qui commence par un certain nombre de zéros. Plus on est nombreux, plus il y a de zéros, moins on est nombreux, moins il y a de zéros. Et celui qui a trouvé le résultat en 10 minutes, c'est à peu près comme ça, eh bien, c'est lui qui remporte deux choses. Il remporte la récompense de 3,125 bitcoins et tous les pourboires. Parce que moi, si je veux que, dans le grand livre de compte qu'est Bitcoin, quand moi, j'envoie, par exemple, à Alexandre une fraction de bitcoin, j'ai envie que ça soit marqué dans le livre. Si j'ai envie que ça soit marqué dans le livre, il faut que je puisse donner un pourboire au mineur qui va le faire, parce que si jamais je donne pas de pourboire, ben ma transaction ne sera pas publiée dans le grand livre de Bitcoin. Et donc, le mineur, lui, va recevoir. Pourquoi on l'appelle mineur? Parce qu'il met un effort pour trouver un résultat, et il va recevoir la récompense de 3,125 en ce moment, plus tous les frais ou pourboires de transaction. Ok. Et voilà, ça c'était le petit rappel pour que les gens comprennent. Donc, on parlait d'investissement, ou en tout cas, il y a deux façons de s'exposer à Bitcoin. Un, c'est d'acheter en direct du Bitcoin. Et deux, ce que tu proposais, c'était aussi de dire qu'on peut investir dans l'infrastructure autour du Bitcoin, qui sont donc les machines qui servent à miner, ou autrement dit à sécuriser le réseau, qui servent au bon fonctionnement du réseau de Bitcoin, qui du coup sont payés en Bitcoin. Donc, c'est une autre façon d'avoir du rendement.
Il y avait un autre point que je trouve hyper intéressant et une question que beaucoup de gens se posent. Tout à l'heure, on faisait une petite référence à Bitcoin versus d'autres cryptos. Et je sais que quand on me parle souvent de « je cherche à me diversifier », j'ai entendu parler du Bitcoin, mais du coup, j'ai entendu parler de la crypto. Bitcoin, c'est une crypto. Il y a plein d'autres cryptos. Toi, quand un client vient te voir ou même pour ta gestion personnelle, comment est-ce que tu vois ce lien entre je cherche à me diversifier et à m'exposer à Bitcoin et les cryptos? Donc, qu'est-ce que je fais Bitcoin? Est-ce que c'est la même chose que les cryptos? Est-ce que je prends plein de cryptos? Est-ce que je fais uniquement Bitcoin? Tu vois, un peu, c'est les questions que tout le monde se pose. Souvent, les bitcoins maximalistes sont d'anciens shitcoiners en puissance. On appelle les shitcoins ou altcoins. Ce sont les autres coins. Retenez que coin et token, c'est quelque chose que les gens les gens ne voient pas forcément toujours la différence parce que dans Bitcoin, il n'y a que des coins. Dites-vous simplement que le coin, c'est ce qui vous permet de payer une transaction, quelle que soit la blockchain. C'est-à-dire que si vous êtes sur Ethereum, il s'appelle Ether. Et si vous êtes sur Polygon, il s'appelle Matic, même si aujourd'hui ça change de nom. Si vous êtes sur... ça peut être Atom, tout ça. C'est quand vous êtes sur une blockchain, même si vous échangez de l'USDC à l'USDT, il vous faut quelque chose pour payer les frais de transaction, c'est le coin. Par contre, l'USDT ou l'USDC, ce sont des tokens. C'est la représentation de quelque chose sur une blockchain. Donc, sur Bitcoin, il n'y a pas ça, en tout cas pour l'instant. Et pour moi, il y a Bitcoin, voilà, et puis il y a le reste. Mon geste peut être assez évocateur. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de choix divers. J'ai passé un diplôme, j'ai passé une formation pour être expert en DeFi, pour essayer de comprendre tout ce qu'il y avait en dehors de Bitcoin. Bon, globalement, mon patrimoine aujourd'hui, c'est 85% Bitcoin. Globalement ou dans la crypto? Mon patrimoine crypto, c'est 85% Bitcoin. Et je dois dire que pour l'instant, je n'ai pas encore été persuadé de l'utilité patrimoniale de beaucoup d'autres cryptos. Ethereum et tout ce qui tourne dans l'Ethereum Virtual Machine, donc tout ce qui est cet environnement Ethereum, va résoudre d'autres problèmes que celui de Bitcoin. Bitcoin, c'est un peer-to-peer cash system. Bien sûr, aujourd'hui, on a de plus en plus d'utilisation de stable token, donc USDC, USDT, ainsi de suite, pour des transactions financières entre entreprises. Mais pour moi, si on doit faire un investissement, il doit être majoritairement en Bitcoin par les qualités intrinsèques de Bitcoin et son côté difficilement censurable, acéphale, comme disent Jacques Favier et Adlit Takalbataï, il n'y a pas de patron à mettre en prison. Son côté donc limité en émissions monétaires et sa structure un petit peu ancienne, qui a tendance à être un peu monolithique. Le reste, ça bouge beaucoup, ça a beaucoup de promesses, ça ne les tient pas toujours. Bitcoin a souvent moins de promesses, mais c'est moins de promesses, il les tient. Donc dans un patrimoine, je ne vais pas dire ne faites pas autre chose, je dis simplement commencez par Bitcoin. D'abord, commencez par ça. Ça deviendra majoritaire dans votre patrimoine. Vous verrez qu'à la fin, vous serez d'accord avec nous. Mais bon, si vous voulez faire quelques expérimentations sur d'autres chaînes, sur d'autres jetons, sur d'autres coins, on peut aller en chercher quelques-uns par rapport à des besoins particuliers. Je rebondis sur le dernier mot que tu as employé, parce que pour moi, c'est clé, c'est la partie expérimentation. On pourrait peut-être résumer Bitcoin en disant, en fait, Bitcoin, sa proposition de valeur, depuis le premier jour, elle a été tenue. Elle n'a pas vocation à changer. Bitcoin répond aux besoins auxquels il doit répondre, alors que potentiellement, et je fais entre guillemets parce qu'on peut avoir des avis différents, mais le reste des crypto-monnaies sont des expérimentations avec des promesses encore à prouver. Et donc, c'est pour ça aussi que la réalité, pour que les gens le visualisent concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 15 dernières années où Bitcoin a été créé, Bitcoin a toujours été là et a toujours été en demande parce que ça répond à ces besoins-là. Et les autres crypto-monnaies, on en a vu passer, mourir, renaître, etc. Et puis le régulateur américain ne s'est pas trompé, il est très pragmatique. Aujourd'hui, le régulateur du Bitcoin, c'est la CFTC, donc c'est l'entité qui est chargée de traiter les matières premières. Pour toutes les autres cryptos, eh bien, c'est la SEC, et donc c'est l'équivalent de l'AMF chez nous, donc ce sont d'autres projets. Donc pour moi, il y a un côté matière première, et de l'autre côté, il y a un côté valeur mobilière. Donc moi, je suis assez d'accord avec cette... Et je pense que aussi, il faut que les gens réalisent que il y a quand même un consensus qui se crée, en tout cas, disons si on veut être politiquement correct, entre Bitcoin
est différent du reste, après avoir ce que les gens valorisent dans le reste, puisqu'aujourd'hui, quand on regarde que ce soit des entreprises, des individus déjà évidemment, mais des entreprises, des gouvernements, des grands fonds d'investissement ou des gestionnaires d'actifs, il y a quand même une vraie compréhension de la proposition de valeur de Bitcoin et y mettre une allocation, on le voit, on l'a vu avec BlackRock, on a parlé de Fidelity, etc. C'est aussi ce que vous conseillez chez vous, c'est Bitcoin. Et le reste, ça peut répondre à d'autres besoins, mais en tout cas, c'est différent et c'est un profil de risque complètement différent. Ouais. Du coup, si on passe à l'étape suivante, qui est un peu, OK, donc je comprends mon profil de risque, j'établis une stratégie patrimoniale, je comprends que Bitcoin a sa place dans cette stratégie patrimoniale. Voilà. C'est quoi les étapes un peu qui suivent? Qu'est-ce que tu conseillerais pour démarrer, pour sécuriser ensuite son patrimoine pour la partie Bitcoin? Dès le départ, nous avons choisi de sécuriser, non pas sur des plateformes, mais sur un portefeuille froid, cold wallet, en l'occurrence une société française qui s'appelle Ledger, qui permet de détenir les clés privées. Si on veut comparer à Bitcoin, je sais que j'ai souvent pris cette comparaison, imaginez que Bitcoin est un champ de 21 millions d'hectares, 21 millions de coins, donc de Bitcoin, et 21 millions d'hectares. Quand vous achetez des petites fractions, vous achetez 10 mètres carrés, 100 mètres carrés, ou ainsi de suite, voire un hectare si vous avez les moyens. Et donc, vous savez très bien que cette terre, vous ne pouvez pas l'emporter sous le bras. Vous ne pouvez pas emporter un hectare. Par contre, vous pouvez avoir ce que moi j'appelle la clé des champs. La clé des champs, c'est le titre de propriété. Personne ne peut bouger cet hectare sans les clés que vous possédez. Si vous possédez les clés, ou vous pensez les posséder, alors que ces bitcoins sont chez Coinbase, Kraken ou ailleurs, eh bien en fait, vous ne possédez rien. C'est eux qui possèdent, et vous avez une créance contre eux. C'est tout. Donc, les gens qui me disent « Ouais, moi, je suis dans la crypto et en fait, tout est sur des plateformes », ben, je dis non, vous n'y êtes absolument pas. Vous avez des créances qui sont basées sur des cryptos. Au moins, on vous le dit. Au moins, c'est ce qu'on vous dit. Donc, nous avons décidé dès le départ que l'ensemble de nos clients auraient les clés privées permettant d'accéder à leur parcelle de Bitcoin. Voilà. Donc, vous les accompagnez du coup sur ces sujets, parce que c'est vrai que ça implique... oui. En tout cas, ça soulève de nouvelles questions, de nouvelles problématiques, pas qu'on ne peut pas y répondre, mais du coup, il y a un accompagnement qui est nécessaire sur cette partie-là. Exactement. C'est notre partie parce qu'on veut que les clients soient propriétaires et décideurs sur ce patrimoine. C'est le seul élément du patrimoine où ils peuvent décider seuls. Un contrat d'assurance vie, il y a l'assureur qui va leur demander pourquoi ils veulent retirer les fonds. Un compte titre, il y aura un dépositaire. De l'immobilier, il y aura un notaire. Enfin, il y aura toujours quelqu'un qui sera en travers du chemin quand je prends une décision patrimoniale. Là, c'est le danger aussi. Je suis seul face à ma responsabilité, puisque j'ai une grande liberté, et je décide moi-même dans mon propre patrimoine. Si Bitcoin a été fait pour cela, intrinsèquement, au niveau architecture, pourquoi je l'utiliserais pas? Donc, utiliser Bitcoin, c'est détenir soi-même ses clés privées. Parce que c'est ça, j'allais dire, on peut rappeler que c'est une des particularités, enfin, c'est certainement même une ou la particularité de Bitcoin, c'est que c'est, et je pense, peut-être je me trompe, tu me corrigeras si je me trompe, c'est le seul actif qu'on peut détenir réellement. Alors, tu peux avoir des pièces d'or chez toi, hein. Tu peux avoir des pièces d'or chez toi. Mais alors c'est vrai qu'après, on retombe dans les autres problématiques qu'on a soulevées tout à l'heure, c'est que ça marche quand on a quelques-unes. Oui. Si tu veux sécuriser 1 million d'euros équivalent en or ou en bitcoin, ou plus même, ça peut devenir problématique pour échanger, transporter, faire des transactions, etc. Et donc avec Bitcoin, c'est vrai qu'on a cette particularité qui est quand même hyper avantageuse, qu'on peut sécuriser 1 euro ou 1 milliard d'euros, c'est la même façon. Oui. Et effectivement, il y a cet aspect très propriété privée, celui qui détient les clés est l'unique détenteur et l'unique décideur de ce patrimoine-là. Pour prendre un peu de recul, si on regarde le contexte actuel, est-ce que pour toi, les conditions macroéconomiques, donc les conditions actuelles, les taux, influent sur l'intérêt que les gens peuvent avoir envers le Bitcoin? Autrement dit, est-ce que dans des moments où il y a plus d'instabilité, on peut argumenter qu'il est le cas en ce moment d'un point de vue géopolitique, ou en tout cas dans d'autres endroits du monde, que les taux d'intérêt soient plus élevés, ou en tout cas qui fluctuent, parce qu'on a eu des taux d'intérêt très bas, maintenant on a eu des taux d'intérêt plus élevés, maintenant bon, ils redescendent un petit peu. Est-ce que tout ça, ça influe sur l'intérêt que le grand public peut avoir sur Bitcoin? Dans ce cycle-ci, je trouve que le public est beaucoup moins présent.
qu'il ne l'a été il y a 4 ans, enfin, il y a 3-4 ans. Et on le voit avec les recherches Google qui sont 2 fois moins importantes. On trouve qu'il y a un intérêt moins marqué. Et c'est un peu dommage parce qu'à mon avis, c'est un cycle sur lequel il a été assez facilement lisible. Les opportunités ont été assez facilement lisibles. Fin 2022, début 2023, clairement, moi j'ai poussé des clients à investir. Bon, tous ne m'ont pas écouté. Moi, en tout cas, je l'ai fait à titre personnel aussi un petit peu parce que j'avais la conviction que c'était assez facilement lisible. Donc, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un peu moins de buzz, mais aussi, on peut dire que les médias aiment bien découvrir du nouveau, que Bitcoin, ça commence à faire un peu réchauffer parfois, surtout si ça fonctionne. C'est-à-dire il faut qu'à un moment donné, ça soit excessif dans un sens ou dans l'autre. Donc, si demain, on avait un moins 30 sur Bitcoin ou un plus 30 sur Bitcoin, à ce moment-là, ça reviendrait tel un marronnier au niveau de l'ensemble des médias, et tout d'un coup, la foule en délire irait s'intéresser aux choses. Là, on a quand même, depuis un peu plus d'1 an, mais la construction d'une hausse solide, qui est régulière, qui se fait par phase, avec des phases de consolidation, de reprise, ainsi de suite, rien de sensationnel. Donc, il y a moins d'intérêt là-dessus. Mais, si on doit retenir une corrélation, parce qu'on m'a raconté un nombre d'imbécilités pas possibles par rapport à la corrélation de Bitcoin avec ci, avec ça. Non. La seule corrélation aujourd'hui véritablement efficace, c'est l'agrégat monétaire dit M2. Les dépôts bancaires, les livrets, tous les produits bancaires et les crédits court terme. Donc crédit conso, ainsi de suite. Ça, c'est la masse monétaire M2. Quand elle augmente, Bitcoin monte. Quand elle descend, Bitcoin descend. Et ainsi de suite. Et un des éléments qui agit sur M2 sont les taux d'intérêt. Donc quand on remonte les taux très forts, M2 a tendance à baisser, Bitcoin a tendance à baisser. Dès que M2 remonte, Bitcoin a tendance à remonter. Ok. Et est-ce que tu le vois aussi dans ton quotidien? Enfin, par exemple, une question que je me pose, c'est est-ce que les clients que vous avez, par exemple, ce sont des clients, enfin, en tout cas pour la partie Bitcoin, qui vous parlent de Bitcoin et qui vous demandent explicitement je souhaite être exposé à Bitcoin ou en tout cas allouer un certain pourcentage de mon patrimoine en Bitcoin, ou est-ce que c'est vous, qui un peu carte inversée, qui suggère à vos clients de s'exposer à Bitcoin? Je suis juste curieux, c'est d'où vient en fait le point de départ? Au début, quand on a lancé notre offre, auprès de qui l'avons-nous lancé? Auprès de nos clients. Ok. Voilà. Ils étaient un peu demandeurs, mais en fait, globalement, on va dire les 30-40 premiers clients sont venus de notre portefeuille et on a proposé le service. Aujourd'hui, on a aussi bien des gens qui nous appellent pour dire « Tiens, on a vu que vous êtes capable de faire ça », et ils viennent pour ça. Et de l'autre côté, on a des gens qui viennent parce que, par le bouche à oreille, puisque c'est à peu près la seule... Enfin, aujourd'hui, l'augmentation de notre portefeuille, c'est surtout comme ça. Eh bien, on leur dit, est-ce que vous avez pensé à une allocation? Est-ce que vous avez fait quelque chose vis-à-vis de Bitcoin ou pas? Donc, qu'ils aient eu une allocation ou non, on le propose aujourd'hui systématiquement parce que ça fait partie de la base de notre offre. Oui, la stratégie, finalement, ça reste la même. Et alors, je sais qu'on en a parlé un peu avant en off, mais est-ce que tu peux nous décrire un peu les profils des investisseurs que vous voyez? En fait, ou peut-être c'est même plus intéressant de poser la question comme ça, qui devrait réfléchir à sa gestion de patrimoine et réfléchir dans cette réflexion, intégrer Bitcoin dans ça? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est seulement accessible à ceux qui ont un patrimoine de 1 million plus? Comment vous voyez les choses? Alors, on va dire, je mets de côté quelques clients qui sont un petit peu spécifiques, qui sont des gens qui ont vu notre montée en compétences sur Bitcoin et le patrimoine et qui disent, tiens, vous faites partie d'un des rares acteurs qui a une véritable compétence patrimoniale sur Bitcoin et sur le reste. Et à ce moment-là, ça m'intéresse de me rapprocher de vous si je dois faire une vente ou chose comme ça, ou si je dois arbitrer mon portefeuille. Maintenant, par rapport à l'ensemble des clients, je pense qu'il n'y a pas de client qui soit à mettre en dehors de l'épargne Bitcoin. L'autre jour, suite à un passage sur un média, j'ai quelqu'un de 85 ans qui nous a appelé en disant « Voilà, oui, j'y connais pas grand-chose, tout ça, mais j'aimerais investir dans Bitcoin parce que j'aimerais diversifier un petit peu mon épargne. » Donc la première question qu'on lui a posée, c'est « Est-ce que vous avez des enfants ou des petits-enfants qui peuvent vous accompagner dans cette démarche ?» Et on va non pas faire une démarche pour cette personne en tant que telle, on va faire une démarche familiale. On a développé une offre familiale justement pour intégrer 1, 2 ou 3 générations dans l'acquisition et la transmission de Bitcoin. Donc oui, il n'y a pas d'âge pour le faire. Et de l'autre côté, on a des parents à qui on dit vous pouvez faire des présents d'usage. Ces présents d'usage, vous pouvez le faire sous forme d'épargne Bitcoin, en épargnant un petit peu tous les mois pour vos enfants. Sur la clé de vos enfants, vous pouvez épargner des fractions de Bitcoin. Sur la taille du patrimoine, c'est évident que si j'ai 1 000 € d'épargne, ça va être compliqué de dire je vais mettre 10 € en Bitcoin.
Donc, quand on a des petites épargnes, les gens parfois prennent des paris plus risqués. C'est leur choix. C'est pas ce que nous leur demandons, mais parfois ils viennent nous voir pour ça. Et nous, on vient leur expliquer comment ne pas faire de bêtises. Mais je pense qu'il n'y a pas de patrimoine aujourd'hui qui doivent se mettre à l'abri de Bitcoin, sauf si la personne ne dort pas la nuit quand elle voit un cours qui monte ou qui baisse trop fort, et que même si ça représente 2% du patrimoine, ça l'empêche de dormir, là, Bitcoin n'est pas fait pour cette personne. Ok, donc c'est parce que j'ai envie de dire aussi, si la problématique c'est de ne pas pouvoir épargner, ça certainement si la personne n'est pas concernée, à partir du moment où on se pose des questions sur je suis en capacité d'épargner, de mettre de l'argent de côté, alors sur quoi j'investis cet argent? Oui. Et là, Bitcoin peut être une solution, sauf si effectivement les gens ont une tolérance au risque qui est très faible et qui ne peuvent pas absorber la volatilité. Là, potentiellement, c'est aussi pas une bonne solution, malgré le fait que j'aimerais quand même dire, encore une fois, tout est une question d'allocation, parce que si on épargne 100 €, on peut toujours mettre 10 €. Mais il y a des gens, moi je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des années, et même si c'est une petite partie, ils auront du mal à assumer ça. Ah oui, mais okay. Je prends un exemple simple, des gens qui viennent nous voir en disant, moi je peux mettre que 50 € par mois. Mais je dis, mais bien sûr, mais allez-y, 50 € par mois, vous pouvez le faire. Alors pas forcément avec notre conseil qui coûte 100 € par mois, ou notre conseil, prenez-le comme une formation. Mais ces 50 € par mois, aujourd'hui, au fin de l'année, on a 600. Si on imagine que dans 5 ou 6 ans, Bitcoin vaut plusieurs centaines de millions d'euros, c'est dommage d'être passé à côté. Et tu soulevais un point que je trouvais aussi intéressant, c'est la partie de transmission, en tout cas l'aspect qu'on n'investit pas ou on n'épargne pas en Bitcoin seulement pour soi-même. Il y a aussi un aspect intergénérationnel. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Enfin, je pense que beaucoup de gens, d'ailleurs, investissent pour financer l'avenir de leurs enfants, pas que le leur. Comment est-ce que vous les accompagnez sur ce sujet-là? Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de Bitcoin? Alors d'abord, il y a bien sûr qu'on les encourage à faire des investissements transgénérationnels. Et on a mis donc des choses en place pour ça. Mais si on revient sur la transmission de Bitcoin, Bitcoin est un actif un peu particulier puisqu'on peut le détenir soi-même. Donc il y a un côté technique qu'il faut gérer en plus du reste. Après, au niveau juridique, c'est un actif qu'on gère de la même manière. Au niveau économique, ainsi de suite, c'est la même manière. Sauf que on doit d'abord y rajouter une problématique technique. Si je détiens une clé, cette clé Ledger ou ce portefeuille froid, j'ai une phrase de récupération. Qu'est-ce que je fais de ma phrase de récupération? Donc, en fait, dans notre offre qui est en 6 points, le point 2, c'est la sécurité, le point 6, c'est la transmission. Le 2 et le 6 sont tout à fait liés parce que de la manière dont je sécurise, c'est la manière dont je dois transmettre. Je ne mets pas une phrase de récupération chez le notaire dans un testament. Un morceau peut-être, mais pas la totalité. Je ne transmets pas la clé comme ça, de la main à la main. Je pourrais le faire, mais sachez que Bitcoin est soumis à des droits de succession, et si jamais vous faites attraper pendant 10 ans, vous avez l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et puis après, celui qui récupère, il faudra qu'il prouve l'origine des fonds, donc ça peut être compliqué parfois. Donc, c'est un actif qui se transmet avec des éléments juridiques. On peut faire testament, mandat de protection future, mandat posthume, ainsi de suite. On peut le transmettre, quand on le transmet, c'est soumis aux droits de succession, donc il faut voir si on peut faire des donations pour réduire les droits de succession. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, la donation purge la plus-value. Peut-être que demain, ça ne sera pas le cas. Et puis après, il y a des aspects techniques. Donc nous, on utilise la redondance, c'est-à-dire plusieurs couches de sécurité qui permettent, soit par des solutions Bitcoin Core, avec Liana, soit par des solutions a priori centralisées mais qu'on décentralise, comme les notaires, ou par des solutions de séparation de stratégie de mots sur la phrase de récupération de la clé. Tout ceci mis ensemble nous permet d'aller sécuriser la transaction des parents aux enfants, des parents aux petits-enfants, voilà, ainsi de suite, sur 1, 2 ou 3 générations. On approche la fin, donc j'ai juste encore quelques petites questions pour toi. Là, il y a eu plein d'actualités autour du Bitcoin. Je pense que les gens en entendent de plus en plus parler. D'ailleurs, il y a plein d'études qui sortent comme quoi ça y est, c'est un sujet qui est plus niche. Ça commence à être un sujet plutôt commun. On parle de apprendre avec des pincettes certainement, mais qu'il y aurait potentiellement entre 10-12% des Français qui en auraient déjà détenu, en tout cas. Beaucoup de gens, je crois que c'était jusqu'à 80% qui en auraient déjà entendu parler. Donc ça avance dans le bon sens, c'est ça que j'essaie de dire. Mais comment est-ce que toi, tu vois un peu la partie à venir? Comment est-ce que tu vois les évolutions du Bitcoin? Quelles sont un peu peut-être des étapes clés que tu penses qu'on doit franchir? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que ça avance dans le bon sens? Globalement, puisque tu es optimiste, pessimiste sur l'avenir pour Bitcoin? Je suis optimiste, même si je sais que ce ne sera pas un chemin droit, calme, tranquille et ainsi de suite. Il y a ce cycle-ci, j'avais dit qu'on serait sur l'institutionnalisation.
Je ne suis pas le seul à l'avoir dit, hein. Mais preuve en est qu'aujourd'hui, on est dedans. Il y a tellement d'exemples. Et le dernier, par exemple, Microsoft, qui, contre l'avis de ses administrateurs, propose de mettre 1% de sa trésorerie en Bitcoin. 1% de la trésorerie de Microsoft, c'est à peu près 800 millions de dollars, hein, pour vous donner une idée, puisqu'ils ont un peu plus de 80 milliards de dollars de trésorerie. Mais on a plein d'exemples sur Bitcoin et le secteur crypto dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, pour moi, l'étape d'après, c'est Bitcoin comme un peer-to-peer cash system pour les institutionnels. C'est-à-dire qu'on est des entreprises, des États qui cherchent à avoir Bitcoin comme réserve de paiement, comme un élément pour faire des paiements internationaux. C'est quelque chose qui est encouragé en Russie, on sait pourquoi, pour des sanctions internationales. C'est quelque chose qui commence à être encouragé dans d'autres pays. On sait que l'Argentine regarde ça de très près et échange beaucoup avec le Salvador par rapport à ces expériences. Mais quand on regarde aujourd'hui le niveau de valeur échangé sur Bitcoin, ça devient vertigineux. On a des blocs aujourd'hui où s'échangent des lignes de plus d'1 milliard de Bitcoin pour des frais qui sont de quelques dollars. Donc là, on a un concurrent sérieux pour la banque. Celui qui a compris comment protéger son Bitcoin par un short pour éviter une variation du prix quand il doit envoyer de l'argent à quelqu'un, envoyer du Bitcoin à quelqu'un, a un outil qui est génial parce qu'il va transférer des fonds en moins de 10 minutes avec une inscription automatique dans un livre de compte pour quelques dollars. Et je peux vous dire, quand vous transférez 1 milliard, ça change complètement la donne. Parce que les banques, elles, facturent du 1 pour 1000 ou 0,1 pour 1000 dans ce cas de cette transaction-là, plus beaucoup de documents. Donc, on peut être dans certains pays un peu sensibles à plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'euros sur des transactions comme ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Bitcoin a un rôle à jouer d'un peer-to-peer cash system sur des institutionnels. Ce qui veut dire que si j'ai des paiements, je vais faire des réserves. Et on voit des États donc américains, puis l'État fédéral qui se pose la question de savoir si je fais une réserve en Bitcoin. Et on commence à avoir des fonds de pension qui nous disent ça. C'est ce que j'allais dire. Ouais. On a 2 fonds de pension qui nous ont donné, qui ont fait ces annonces la semaine dernière. Donc Cartwright, qui est un fonds très très important. Donc de plus en plus, on voit que cette institutionnalisation, elle donne accès ensuite à le fait que Bitcoin puisse être une réserve de valeur à l'échelle des institutionnels. Et je pense que ça ne se fera qu'avec une hausse très importante du cours, parce qu'on va manquer de Bitcoin pour cela. On l'a vu la semaine dernière. La semaine dernière, il y avait beaucoup de demandes de Bitcoin, il y en avait très peu en offre. Hop, tout de suite, le prix a monté. Et donc, je pense que c'est un mouvement qui va se continuer. Et c'est ce mouvement qui peut amener une hausse importante des prix dans les années qui viennent. Et ce que j'allais demander, qu'est-ce que tu en penses de la partie les particuliers, le grand public, les ménages français et dans le monde. Est-ce que, peut-être pour faire le lien avec ta réponse, est-ce que c'est ça qui va peut-être potentiellement re-attirer, parce qu'on sait qu'en 2017, on a eu une explosion de la partie retail, donc le grand public. C'est moins le cas aujourd'hui, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, puisque le prix a complètement explosé. On a à peu près peut-être, alors moi je suis en dollars, mais on est entre 60 et 70 000 dollars ou euros d'ailleurs. Est-ce que c'est l'institutionnalisation et ensuite l'adoption encore plus importante de Bitcoin par les États, les entreprises, les grands fonds de pension qui va encore une fois ramener le grand public ou pas forcément? Quand on regarde ce que nous donne Chainalysis comme stat, c'est que dans les 5 plus grands pays qui adoptent les cryptos, alors c'est pas forcément Bitcoin, c'est les cryptos, mais on sait après quand on fait le détail qu'il y a c'est majoritairement du Bitcoin. On a 5 pays émergents. On a 4 pays émergents. 4 pays émergents. On a les États-Unis et 4 pays émergents. On se retrouve avec le Nigeria, le Vietnam, l'Inde. Il me manque le 5e. Et on se retrouve donc avec des pays émergents. Donc pour moi, il y a un nombre de gens qui sont en train d'adopter Bitcoin dans le monde. Et sont souvent des gens qui sont sur des pays émergents avec des problèmes monétaires que nous ne connaissons pas encore dans notre vieille Europe. Dans les 20 premiers pays européens, il y a l'Angleterre, le UK. Il faut savoir que le UK a failli avoir une crise monétaire grave il y a 3 ans. Et les gens là-bas se sont précipité sur Bitcoin. Donc je pense qu'il y aura de toute façon, comme toujours, le grand public va arriver un peu tard sur ce cycle, comme d'habitude. Il faudra les éduquer pour éviter qu'ils fassent des bêtises. Mais je pense qu'il arrivera d'une manière ou d'une autre. Tu parles d'éducation. Est-ce que pour toi, c'est l'obstacle principal d'adoption pour le grand public, pour les particuliers? Je pense qu'il y a un vrai sujet d'éducation. Moi, j'ai décidé de m'y attaquer par intérêt pour mon business, mais aussi en le faisant dans des lycées, pour expliquer aux jeunes
qu'il n'y a pas d'argent facile et que Bitcoin, c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus complexe qu'ils ne veulent le dire, mais aussi c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on aborde les mathématiques, on aborde l'énergie, on aborde la géopolitique et on aborde l'économie. Donc on aborde vraiment des sujets qui sont dans le centre de leur programme de première et de terminale. Mais je pense que l'éducation est un enjeu majeur parce que c'est un actif particulier et donc il faut effectivement passer beaucoup de temps à expliquer aux gens de quoi il s'agit parce que quand ils ont compris après, ça roule tout seul. Moi je trouve ça intéressant, peut-être on pourra finir là-dessus, mais je trouve que souvent pour expliquer Bitcoin, en fait, alors j'ai eu plein de discours différents moi-même, j'apprends, j'essaie de voir qu'est-ce qui percute, quel argument percute le plus avec certaines personnes, mais je serais curieux d'avoir ton avis, que parfois il faut beaucoup plus se pencher sur qu'est-ce qui est problématique dans le système actuel pour d'abord pouvoir proposer une solution, parce que Bitcoin est une proposition de solution à un problème sur le système actuel, et donc pour moi en fait il faut davantage parler aussi de comment fonctionne le système actuel, pourquoi il est potentiellement problématique. Est-ce que tu vois aussi des choses comme ça? J'essaie de répondre avec trois points importants, notamment Bitcoin blockchain et blockchain not Bitcoin. D'abord, Bitcoin résout un problème et il est structurellement là pour résoudre un problème que ne résout pas la blockchain. La blockchain n'a pas été inventée pour compter des poulets congelés. Pour ça, il y a des bases de données, et c'est très bien pour ça. Et tout ce qui est basé sur la blockchain, il y a un manque parfois d'éducation. On utilise blockchain comme un mot qui va ouvrir toutes les portes, alors que Bitcoin, qui a inventé le concept, est quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est beaucoup plus puissant parce que quand on nous dit blockchain not Bitcoin, ça veut dire qu'on a oublié ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de blockchain possible sans carburant. Le carburant d'une blockchain, c'est le coin qui permet de payer les transactions. Pas de carburant, pas de transaction. Chaque transaction a besoin du carburant. Et donc, c'est pour ça qu'on doit bien comprendre cette base-là. Et Bitcoin est là-dessus unique, puisqu'il n'y a pas de token pour l'instant sur Bitcoin, il n'y a que des coins. Et donc, si on doit transmettre vraiment une information basique, c'est Bitcoin not blockchain, c'est concentrez-vous sur Bitcoin et surtout faites deux actions simultanées. Je ne fais pas le lever de la victoire, mais deux actions simultanées. La première, investissez tout en vous en formant ou en vous renseignant. Lisez, écoutez, regardez, mais ne faites pas regarder et lire d'un côté, puis plus tard investir, ou investir, puis plus tard se renseigner. Donc je pense qu'il faut les faire les deux conjointement, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre beaucoup plus vite en expérimentant, et c'est comme ça surtout que vous allez démarrer. Autrement, les gens se documentent et ne démarrent jamais. D'où l'importance de l'éducation au moment où on investit, donc comprendre Bitcoin pour Bitstack. C'est vraiment, pour moi, quelque chose qui me plaît parce qu'on accompagne les gens au moment le plus important, qui est d'investir. Ok. Je pense que c'est une bonne façon de finir. En tout cas, c'était super. Merci beaucoup d'être venu sur Comprendre Bitcoin. Ravi de t'avoir pu t'accueillir. Pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à nous mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire. On essaie de regarder la plupart des commentaires et aussi donnez-nous des idées soit d'invités que vous voulez voir sur l'émission ou de sujets que vous voulez qu'on aborde. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.